Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode. On se rapproche doucement mais sûrement des 200 épisodes. Oui, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si des gens parmi vous ont tout écouté, mais en tout cas je vous dis bravo. Enfin bon, aujourd'hui c'est le 159e, on n'est pas si proche que ça non plus de 200, mais voilà, d'ici la fin de l'année je pense qu'on y arrivera. Et on va parler de ma vie étudiante aujourd'hui au Japon. À savoir, est-ce que j'ai aimé ou pas ma vie étudiante au Japon? Qu'est-ce qui m'a plu dans le fait d'avoir fait un visa étudiant? Et aussi, donc à contrario, les points qui m'ont un peu plus chiffonné. Mais avant de faire dans l'introspection, c'est le moment du sommaire de l'émission. Et on va boire du café à Kyoto, oui, on fait dans la nouveauté, vous le savez avec moi. On va se remettre à un de mes anciens skills et on va farfouiller dans les souvenirs japonisants d'une Parisienne. Mais allez, on est parti pour le topic de la semaine et on va parler de ma vie étudiante au Japon. Bon, vous le savez, il y a parfois des nouveaux qui arrivent sur le podcast et qui n'ont pas écouté justement les 158 épisodes précédents. Je suis donc obligé de remettre un peu le contexte, oui, désolé. En 2018, début avril, je suis parti au Japon donc avec un visa étudiant en poche pour aller dans une école de japonais où on apprend uniquement du japonais. Bah oui, ça fait un peu de sens. Je ne suis donc pas allé dans une université japonaise apprendre la culture des tanuki en flûte. Non, voilà. Je suis allé là-bas juste pour faire une école privée de langue. Apprendre le japonais, tout simplement, faisait que du japonais. Chose à savoir, pour ce genre d'école, même si vous vous inscrivez pour 2 ans, vous n'aurez qu'un an de visa, qui sera à renouveler l'année suivante sur place. Bah oui, moi au départ, je pensais qu'en m'inscrivant, que j'allais avoir un visa 2 ans, vu que je m'étais inscrit dans l'école au programme pour rester 2 ans de cours. Et du coup, j'étais super surpris quand je suis arrivé à l'ambassade de voir que sur mon papier, il n'y avait qu'un an. Et j'étais même un peu inquiet. Genre, merde, ils se sont trompés et tout, fait chier, moi je veux rester 2 ans, je veux pas y aller qu'un an, quoi. Et donc là, la dame de l'ambassade m'a fait comprendre que c'était tout à fait normal et que la deuxième année serait à renouveler sur place, ce qui était effectivement le cas, hein, j'avais pu le voir. Même des gens qui faisaient que 6 mois d'école pouvaient renouveler ensuite sur place leur visa et rester plus longtemps. Note, mon école, hein, j'avais payé que la première année aussi, hein, j'avais pas payé les 2 ans d'un coup, donc voilà, il y avait quand même une certaine logique aussi au final. Toujours pour mettre dans le contexte, en 2018, j'avais 37 ans. Je travaillais depuis 17 ans et c'était donc une aventure pour moi de tout plaquer pour réaliser mon rêve de vivre au Japon. Car oui, mon rêve, c'était pas d'apprendre une nouvelle langue, hein, mais c'était d'aller vivre au Japon. Et du coup, les opportunités étant super limitées pour ça en termes de visa, la seule qui me paraissait vraiment possible, c'était celle de faire 2 ans au Japon en visa étudiant et espérer pouvoir rester sur place ensuite avec un coup de chance. Bref, vous l'avez compris, je ne vais pas vous refaire tout le parcours, il faudra vous taper les 158 épisodes précédents, mais j'ai tout quitté, tout vendu, je me suis donné un bon coup de pied au cul pour me lancer dans cette aventure. Autre chose à savoir, à la base, les langues, c'est pas mon truc, hein. Je suis vraiment une buse en anglais, je fais des fautes d'orthographe en français, même quand je parle. Bref, c'était pas forcément gagné, c'était pas le truc genre oui, super, je vais aller apprendre le japonais. Même si j'aimais bien la langue japonaise, que la langue me plaisait. Bon, me connaissant, l'école, moi, ça m'a toujours en plus un peu saoulé. Moi, j'aimais beaucoup plus le côté pratique que le côté théorique, même si j'avais de très bonnes notes dans plein de matières. J'avoue que moi, c'était pas mon truc. Et puis, je sais pas faire du par cœur, donc tous les professeurs qui attendent du par cœur, avec moi, ils étaient très très déçus. Par contre, je me débrouille, j'ai assez une bonne logique, donc je peux réfléchir, je peux argumenter. Mais par contre, oui, moi, si vous me demandez de réciter exactement la même chose qu'on vous a fait écrire il y a 2 semaines, je ne saurais pas le faire. Donc voilà, dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de comment ça se passe à l'école, hein. J'ai fait des épisodes aussi pour décrire tout ça. Il suffit d'aller réécouter les premiers épisodes, je pense, c'était dans les premiers épisodes, pour vous expliquer par exemple les journées types à l'école, comment ça se passait, quels cours j'avais, etc. Est-ce que les professeurs étaient gentils, voilà. Non, aujourd'hui j'ai envie de vous dire un peu plus en détail ce que j'ai apprécié de cette expérience au final et les choses que j'ai moins aimées. Je précise que c'est vraiment de la vie au Japon en tant qu'étudiant, hein, dont je vais parler, hein, et pas de ma vie au Japon en général. C'est pas ce que j'ai apprécié dans ma vie au Japon, mais dans le fait d'avoir été étudiant au Japon. Bref, quand je pense à ma vie d'étudiant au Japon, donc, le premier point positif qui me vient à la tête, c'est que j'ai pu vivre au Japon grâce à ça. Vous vous en doutez, hein, j'allais pas passer quand même à côté. Certes, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce projet,
mais j'ai pu réaliser mon rêve. Et rien que pour ça, j'ai aimé être un étudiant au Japon, parce que sans ça, j'aurais dû attendre beaucoup, beaucoup plus longtemps pour pouvoir vivre sur place, je pense, avoir cette expérience de pouvoir vivre quelques années sur place. Alors, finalement, je n'ai vécu qu'une année en tant qu'étudiant et j'ai fait 6 mois en n'étant pas étudiant. Alors peut-être que ça ne sera pas votre cas, hein, mais si comme moi le marché de l'emploi japonais ne vous ouvre pas les portes comme ça facilement, ou si vous n'avez pas envie de sortir avec le premier Juichi ou la première Megumi venue, l'option étudier le japonais est une porte d'entrée, certes un peu coûteuse, hein, mais intéressante pour ça. Pareil, si vous voulez connaître les prix et tout, etc., j'en avais parlé dans des épisodes spéciaux, hein, mes études au Japon, donc je vous invite à réécouter tout ça, c'est pas le but de la manœuvre. Au pire, posez-moi les questions sur Instagram si vous avez vraiment des questions précises et que vous voulez vous aussi partir étudier au Japon. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. L'autre truc qui me vient tout de suite en tête, c'est les rencontres. Alors, non pas les rencontres avec les Megumi en disant « Ouh, je suis un étudiant et toutes les Megumi étaient folles de ça ». Non, non, c'était les rencontres que j'ai pu faire à l'école. Déjà avec les francophones, avec donc les francophones de l'école. Dans la nouvelle promo, on était 8 nouveaux francophones. Alors je dis pas français et francophones, parce qu'il y avait des Belges, voilà. Il y avait 2 Belges et 6 Français. Et qui étaient de tout âge, hein. Le plus jeune devait peut-être avoir 24 ans, je pense. Et je pense que le plus vieux devait avoir dans les 45. Bien sûr, et c'était pas moi, donc, comme vous l'avez compris. Bien sûr, on n'était pas tous dans la même classe, hein. On n'avait pas tous le même niveau aussi. Moi, je me suis retrouvé avec un des Belges et un Français, avec qui je me suis forcément rapproché. Quand on est dans un pays étranger et qu'on ne parle pas la langue, on se rapproche plus facilement de ceux qui parlent le même langage, surtout dans l'école, surtout qu'il y a plein de choses à faire. Quand on ne comprend pas, quand on veut essayer de travailler ensemble, vous allez forcément vous rapprocher des personnes qui parlent la même langue. Si vous êtes très à l'aise en anglais, peut-être que vous n'allez pas forcément vouloir rester avec les Français et vous mélanger avec d'autres qui sont à l'aise en anglais. Ou alors peut-être que vous allez... C'est aussi un conseil, hein, que je donnerais, c'est... Même si moi j'en suis très content, et comme je vous le dis, ça fait partie de mes plaisirs de ma vie étudiante, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui ne m'a pas aidé pour progresser aussi bien de traîner avec des Français que si j'avais banni le fait de traîner avec des Français. C'est un peu con de faire ça, mais ça vous évite au moins d'aller dans la facilité. Mais il faut bannir aussi de traîner avec les Anglais. C'est-à-dire que c'est la même chose, de traîner avec les gens qui parlent anglais. C'est-à-dire qu'il faut bannir les gaijins si vous voulez vraiment... ou alors faire comme un ami à moi, qui lui a pas eu le choix, hein, mais son meilleur ami et son coloc, qui était aussi son coloc sur place, lui il était français et son coloc était sri-lankais, et son ami ne parlait pas du tout anglais. Donc du coup, quand ils devaient parler ensemble, ils pouvaient parler qu'en japonais. Donc ça leur a permis aussi de bien progresser. Le Sri Lankais, justement, est très très bon en japonais. Il a énormément travaillé. Il a eu une vie vraiment pas facile sur place. Il devait travailler le soir dans une usine pendant toute la nuit. Il allait en cours la journée. Ça devait être vraiment très dur pour lui. Puis imaginez, hein, il est au Japon. Il parle très peu le japonais parce qu'il avait un niveau, voilà, JLPT4, on va dire, quand il arrive. Donc il parle très peu le japonais. Et il parle pas du tout anglais, donc ça n'a pas dû être simple pour lui pour se faire des amis, pour vivre dans la vie de tous les jours. Et pourtant, ce mec-là a bien réussi et il a beaucoup progressé, mais aussi parce qu'il a beaucoup travaillé. Voilà, tout simplement. Donc on revient voilà, à nos amis francophones, etc. Donc avec ces 8 personnes, je suis toujours en contact avec quand même 6 d'entre elles. Il n'y en a que 2 finalement avec qui j'ai plus aucun contact. Il y en a un qui vit toujours à Kyoto, mais c'est quelqu'un que j'aime pas vraiment pour son caractère et sa façon de penser. Du coup, j'ai coupé les ponts très rapidement sur place. Moi, je suis du genre, voilà, parce que c'était quelqu'un qui connaissait déjà bien Kyoto, puis c'était la personne la plus vieille du groupe en fait, et qui aimait bien vous expliquer la vie, voilà, qui vous expliquait comment penser, comment faut faire, que c'est comme ça et pas autrement, que c'est comme ça que les Japonais font et pas autrement. Et il disait beaucoup de conneries, voilà, et je l'avais déjà repéré avant sur Facebook. C'est ça qui était assez rigolo. C'est que sur Facebook, sur un groupe francophone du Japon, je ne sais plus quel groupe, quelqu'un justement posait la question, est-ce que c'était facile de trouver un appartement à Kyoto en tant qu'étudiant, etc. Et lui avait répondu, alors, il venait du sud, alors je vais faire l'accent du sud, et il fait, mais là, c'est impossible de pouvoir vivre dans le centre de Kyoto, c'est très très cher, et on ne trouve rien du tout, vous allez être obligé d'habiter un peu plus loin, etc. Ça ne sera pas possible. Et moi, j'avais trouvé un appartement easy sans passer par les appartements pour Gaijin. Alors oui, par contre, mon loyer était un petit peu cher, hein. C'était un loyer de 600-700 euros, mais j'avais un bel appartement et dans le centre. Mais je savais aussi, pour avoir suivi les appartements proposés par l'école et par l'agence qui était liée à l'école, qu'il y avait plein d'appartements dans le centre de Kyoto pour les étudiants et pour pas trop cher. Il y avait des chambres et tout, etc. Il y avait des colocs. Il y avait vraiment du choix. Ils disaient vraiment de la merde. Voilà. Et c'est le genre de gens qui vont vous dire de la merde avec aplomb en vous disant, mais si, j'en suis sûr et c'est ça.
Alors que bah non, mec, c'était pas ça, quoi. Et donc, je l'avais un petit peu repéré. C'est le genre de personne qui va vous expliquer, qui a des convictions, sans vouloir rentrer dans les détails, mais voilà, c'était quelqu'un qui nous expliquait, qui va dire, qui est très extrême gauche, voilà, sur le principe, et qui derrière nous tenait des discours en disant, ah, mais si tu es au Japon, t'es là pour faire du pognon, hein, parce que le Japon c'est un pays capitaliste, faut faire du pognon, faut penser à faire du pognon. Et le mec après avait des discours où il nous traitait de criminels parce qu'on buvait du Coca-Cola. Et t'as envie de te dire, mec, ferme ta gueule, voilà. Euh, Moi, ce genre de personne, c'est vraiment le genre de personne avec qui j'aime pas du tout, mais qui était quand même quelqu'un de très sympathique, au-delà, hein, très gentil, qui pouvait être serviable. Mais voilà, moi, ce genre de personne qui vous explique la vie, qui vous dit comment penser, qui savent mieux que vous, qui savent mieux que tout le monde, moi, qui m'aide jamais un petit peu, en fait, je sais pas, de peut-être, voilà, ça m'agace assez rapidement. Donc moi j'avais coupé les ponts très vite avec lui qui aimait bien avoir sa cour, c'est-à-dire que moi, je l'ai toujours vu avec plein de gens autour de lui et expliquer aux jeunes, en gros, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais tu sais quand tu es jeune, il faut faire ça. Et souvent les gens, bah voilà, ils sont dans des pays un petit peu, ils connaissent pas et donc ils sont avides de conseils. Il y a des gens, c'était la première fois qu'ils quittaient leurs parents et qui partaient dans l'aventure, donc bah voilà, vous avez un peu une figure qui vous rassure, donc bah c'est vrai qu'il avait sa petite cour et il était très content comme ça. Bah alors moi, j'en faisais pas du tout partie. Et je sais que les autres francophones ont essayé de le suivre pendant un moment, certains, surtout ceux avec qui ceux de ma classe. Et moi, j'ai vite lâché l'affaire. Et eux aussi, après, au bout d'un moment, ont lâché parce qu'ils ont compris un petit peu le personnage un peu rapidement. C'est vraiment le genre de personne que j'aime pas et pas que pour ça, hein. Par exemple, il est marié avec une japonaise, c'est comme ça qu'il est resté là-bas, hein. Il la trompe ouvertement. Moi, je suis pas forcément très fan. Après, ça peut arriver. Et quand on lui avait posé la question, mais elle a le droit de te tromper. Enfin, il fait ah, jamais de la vie. Bah, toi, tu le fais bien, donc pourquoi elle n'aurait pas le droit? Ah non, elle n'a pas le droit. Bon, bah voilà, moi c'est le genre de. À la limite que les gens soient ouverts et qu'ils aient un couple libre, pourquoi pas, mais quand, que dans un sens, sachant qu'elle le sait pas, hein, bien sûr, qu'il la trompe à longueur de journée. Donc voilà. Puis c'est le mec qui va vous raconter plein de conneries. Un peu. Désolé mes amis marseillais, mais parfois vous en faites des caisses. J'ai habité à Marseille, donc moi aussi j'en fais des caisses souvent. J'ai gardé ce truc-là. Mais il nous expliquait, c'était un masseur, masseur thaïlandais. Il avait des super diplômes et qu'il pouvait faire des séminaires en Thaïlande où il gagnait 50 000 € le week-end. Et quand même, à côté de ça, bah, il faisait des petits boulots au Japon. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Quelqu'un qui peut gagner 50 000 € en faisant un week-end en Thaïlande, en faisant un séminaire, va par contre continuer pendant ses cours de faire des petits boulots mal payés et galérer donc à devoir faire des cours et travailler le soir, alors que ben, finalement il ferait juste un week-end en Thaïlande, un séminaire, et il serait tranquille pour l'année, voire pour les 2 ans, quoi. C'est bizarre, ouais, c'était un peu bizarre, mais voilà, bref. Vous avez vu un peu le personnage, moi c'est le genre de personne que j'aime pas, mais bah, il a plein d'amis, et puis il y a plein de gens qui kiffé, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Et il vit au Japon, il a son entreprise au Japon grâce à sa femme en partie. Donc voilà, très très bien, très bien, très bien pour lui, mais moi j'avoue, c'est les genres de personnages à qui j'ai pas envie du tout de garder contact. J'ai déjà croisé au Japon, j'ai tout fait pour justement bah, ne pas le voir, détourner le regard et surtout qu'on se parle pas parce que c'est le genre de personne qui m'énerve. Je crois qu'au bout de la deuxième conversation, je m'étais déjà clashé avec lui sur des histoires de politique parce qu'il racontait tellement de la merde que ça m'énervait au bout d'un moment. Donc voilà, c'est le genre de personne avec qui je ne garde pas trop contact. Et la deuxième personne avec qui j'ai pas gardé contact à ce moment-là, là, on n'a pas coupé les ponts tout de suite, mais c'est lui qui a coupé les ponts. C'était en fait bah, notre ami belge qui était dans ma classe, qui lui, en fait, bah, donc a coupé les ponts une fois parti au Japon. Il est resté que 6 mois. Lui, il était venu en pensant qu'il allait pouvoir en fait être en vacances pendant 6 mois, que c'était des vacances, et il faisait une école en fait, en gros, pour bah, apprendre pendant la première semaine à savoir se débrouiller, puis parler avec les Japonais, et puis après profiter du Japon. Bon, bah, il n'avait pas compris. Je pense vraiment qu'apprendre le japonais, ça prend du temps, et que l'école au Japon, c'est pas vraiment ça. Du coup, pendant ces 6 mois, c'était un peu spécial pour lui. Il a beaucoup séché les cours en disant qu'il était malade. On avait quand même des gros doutes. Il parlait pas un mot. Il n'arrivait pas à faire une phrase. Même après 6 mois, il savait toujours pas faire une phrase. Du coup, bon, bah, c'est vrai que il s'est fait un peu réprimander, pas mal, hein, à l'école quand il était là, parce qu'il n'était pas là souvent. Et je pense qu'il en avait vraiment un peu rien à foutre, hein, de tout ça. Il était un petit peu bizarre. Il avait des idées très extrêmes aussi, hein. Genre il faut brûler les gays. Il me l'a vraiment dit un jour. J'étais là, je sais what, ok, très bien, je n'ai pas dû entendre. Donc ce genre de choses. Après, voilà, on peut ne pas aimer, ne pas être pour, être contre l'homosexualité ou je ne sais quoi, mais bon, j'avoue, quand il m'a dit il faut brûler les gays, j'étais oui, bon, hein, non, peut-être pas. Bref, ce genre de truc. Puis il allait tout le temps sur Osaka, donc parce que bon, on avait un peu des contacts avec lui, hein. Il allait tout le temps à Osaka, puis quand je lui demandais mais tu fais quoi à Osaka parce que tu y vas tous les jours, donc qu'est-ce que tu fais? T'as vu des trucs chouettes? Il faut ah, je me promène. Ouais, ok, mais tu te promènes où du coup? Moi, voilà. Puis en fait, il était très discret, enfin très discret, très secret, on va dire.
Moi, j'ai la théorie de mon autre partenaire, donc mon binôme, qui pense que il faisait peut-être des trucs pas très catholiques et qu'il était très catholique, ce monsieur à la base. C'est pour ça qu'il voulait brûler les homosexuels. Et que du coup, bah, il avait un peu honte, c'est pour ça qu'il nous en parlait pas et qu'en gros, il faisait un peu sa vie. Voilà, donc enfin, ça, c'est sa théorie, mais j'avoue que c'était très mystérieux. Voilà. On devait partir en vacances ensemble aussi à Tokyo avant bah, qu'il parte définitivement du Japon. Et en fait, on n'avait plus de nouvelles depuis 3 semaines. Moi, j'avais tout payé pour lui à l'avance. Parce que j'avais payé le Airbnb, les billets d'avion, enfin les billets de train, etc. J'avais tout organisé. J'étais un peu le papa pour eux hein, sur place. Et bah, on n'a pas de nouvelles, rien du tout. Donc je me dis, bon, bah, je crois que je me suis fait enculer le prix, le billet de Airbnb et tout ça. Mais bon, tant pis. Puis il nous donne pas de nouvelles. Donc au départ, on est même allé chez lui, même l'école hein, s'inquiétait. Il nous avait dit d'aller chez lui et tout. Et puis bah, on lui envoie des messages, on laisse un message à sa porte. Rien, rien de rien. Et bah, on devait partir un samedi, je dis n'importe quoi, un samedi matin. Et le vendredi à minuit, il a envoyé un message à mon binôme pour lui dire bonsoir, rendez-vous à quelle heure demain T'es là, tu fais, mais t'es sérieux, mec? On t'a envoyé 75 messages, t'as jamais répondu à quoi que ce soit. Et là, t'es en train de nous dire à quelle heure on se voit demain. Puis même pas une excuse ou quoi que ce soit, hein, même pas dire ah désolé, je n'ai pas eu le temps de votre truc. Là, son excuse, c'est ah oui, j'ai oublié de regarder mon téléphone. Ça faisait plus de 3 semaines qu'on lui envoyait des messages, qu'on n'avait pas de nouvelles. En 3 semaines, il n'a pas regardé son téléphone. Oui, enfin, je vous dis, il était un petit peu étrange. Et donc, bah, quand il est parti, ça m'a pas vraiment surpris qu'il n'ait pas gardé contact. Mon binôme était très déçu parce que bah, là, je vous en parle avec les mauvais côtés, mais on a quand même passé de bons moments. On s'est baladé ensemble. Et puis voilà, c'était pas quelqu'un avec qui j'étais tout le temps non plus en balade, mais voilà, on a partagé un peu des moments. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir gardé contact parce que bah, on était les trois francophones au départ dans notre classe. Donc forcément, ça tissait un peu des liens. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et lui, il est vraiment venu. Voilà en touriste, un peu bizarre. Lui voulait prendre le japonais juste en disant tiens, je vais faire aucun effort pour apprendre la langue et je vais pouvoir me débrouiller, je vais faire des vacances. Bon, bah ça s'est pas passé comme ça parce que quand vous faites une école de japonais, déjà l'école de japonais va vous demander d'être présent et puis bah vous apprenez pas le japonais et être capable de discuter avec les japonais en 2 semaines. Voilà, je suis désolé si c'est ce que vous attendiez, mais ça se passera pas comme ça. Sauf si vous êtes un génie, hein, peut-être, mais je suis même pas sûr que en étant un génie vous y arrivez. Mais pour autant, les autres, la plupart, sont devenus de vrais amis. Et pourtant avec des profils qui sont très différents. Mon binôme, par exemple, celui dont je vous ai parlé, on a des avis, mais vraiment totalement différents sur des sujets globaux et politiques. Mais on adore discuter, on aime débattre, et bah voilà, on aime débattre, mais pas débattre en s'en mettant sur la gueule. On partage des idées, on n'est pas d'accord, mais on va pas essayer de convaincre l'autre, parce qu'un débat, on convainc rarement quelqu'un, mais c'est plus pour réfléchir, pour enrichir la réflexion. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert pour ça, donc bah, j'apprécie, même si on a des avis qui sont vraiment très très opposés hein, sur beaucoup de choses. Mais du coup, on aime bien discuter et c'est plutôt chouette. Il s'habille en costume tout le temps, même à l'école. Il venait en costume alors que moi, je suis du genre à avoir des habits hyper colorés. Bref, on est très différents. Lui, c'était noir, blanc, une dose de couleur, c'est l'horrible. Il m'avait dit, mais moi, je t'aurais vu dans la rue à Paris, je m'aurais dit, mais c'est qui ce mec-là, quoi? Et moi, c'est pareil, de le voir comme ça. Moi, quand je l'ai vu le premier jour voilà, habillé en pingouin, hein, pour moi, voilà. J'étais là à me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans une école de gamins de 20 ans, avec, vous vous doutez, des mecs de toute nationalité qui vont être habillés avec des t-shirts, voilà, je veux dire, avec des t-shirts qui vont être salement habillés n'importe comment. Lui, il était habillé en costume. Qu'est-ce que tu fais là? Et tous les jours, hein, même l'été, quand il faisait super chaud, il venait en costume. Enfin, c'est son truc. Après, voilà, encore une fois, hein, chacun ses plaisirs, chacun ses kiffs. Mais c'est vrai qu'à de base, je me serais jamais dit, bah, ce mec-là, je vais bien m'entendre avec lui. Clairement, c'était pas du tout ça, quoi. Lui, il avait 26 ans, moi j'en avais 37. Donc on était vraiment très très différents. Et au final, bah, on s'est super bien entendu. Et puis maintenant, on est très très amis. On garde toujours contact. On s'envoie des messages régulièrement. Et puis voilà, on est vraiment toujours très proches, même si on est toujours très différents sur nos avis politiques ou autres. C'est très rigolo. Un autre de mes amis que j'ai rencontré sur place, lui, il était très religieux. Il croit en Jésus, voilà, il croit au miracle. Donc c'est pareil, c'est un peu l'opposé de moi là-dessus, hein. Et là aussi, ça a vite marché, car c'était quelqu'un de très respectueux, qui impose rien aux autres. Il m'a jamais imposé sa religion, il m'a jamais essayé de me convaincre. Moi, je lui ai dit que je croyais pas, il m'a jamais dit ah mais quand même, tu crois pas que maintenant. Il a laissé mes trucs et puis bah moi aussi, je suis assez respectueux, je pense. Donc on a très vite sympathisé. Un jour, j'avais mal au dos, par exemple, très très mal au dos depuis plusieurs semaines. Et il m'a dit, voilà, tu vas me prendre pour un con, machin, etc. Mais bon, tant pis, parce que tu as l'air de souffrir. Il fait, moi, j'ai déjà fait des miracles avec mes mains, en imposant mes mains. Il fait, ça marche pas tout le temps, etc. Mais parfois, ça marche. Il fait, tu vas me prendre pour un débile. Mais bon, et puis je dis, bah non, bah, il m'a dit, si tu veux, voilà, je te propose, je te le fais. Puis si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, tant pis. Je fais, bah ouais, exactement. Je fais, bah, allons-y. Je fais, moi, j'y crois pas, effectivement. Mais je fais, ça coûte rien. Si tu y crois et que tu me dis que ça marche, bah. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est en train d'imposer quelque chose, il me dit juste son ressenti, donc bah moi je veux bien le croire, hein.
Après, bah, ça n'a pas marché sur moi malheureusement, hein. Mon mal de dos est parti, mais pas grâce à lui. Mais voilà, bah, c'est les gens j'aime bien ce genre de personnes qui n'imposent pas les choses. Chacun peut être différent, mais on n'impose rien aux autres. On a tous nos différences, on peut être même très différents. On peut en discuter, mais tant que c'est calme et qu'on n'impose pas sa vision aux autres personnes, bah, moi, ça me va très bien. Et du coup, bah, effectivement aussi avec cette personne-là, bah, j'ai hyper sympathisé. C'est devenu voilà un très, très bon ami à moi, lui, eh bah, il est de retour en France, il est sur des projets aussi pour venir s'installer au Japon dans le futur. Du coup, bah, on s'envoie des messages toutes les semaines pour donner et prendre des news et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup maintenant aussi alors honnêtement en France, jamais de la vie on se serait rencontrés je pense, on n'aurait jamais sympathisé, il y aurait très peu de chance. Bref, j'ai beaucoup apprécié pouvoir rencontrer des gens qui étaient très différents de moi, avec qui j'aurais eu aucun contact en France, car au premier abord, on n'avait vraiment rien en commun, voire très très éloigné. Mais au final, le Japon, bah, notre amour du pays, quoi, du Japon, ça nous a rapprochés. Et puis il y a aussi plein de petits points communs qui nous ont rapprochés. Par exemple, avec mon pote, mon binôme, on adore le foot. On parle beaucoup de foot entre nous. C'est une vraie culture de foot, mais vous imaginez même pas. C'est un cerveau foot, voilà. Et du coup, on a plein de conversations là-dessus. On adorait discuter de nos goûts sur les Megumi, par exemple, alors qu'on a des goûts mais totalement différents sur les Megumi. C'est-à-dire que lui, il aime beaucoup la japonaise traditionnelle, limite qui va vous faire le bento à la maison, qui est très habillée en japonaise, pas un pli, machin et tout. Moi, j'avoue, je suis un peu plus japonaise western, on va dire. Ah, pas western avec un chapeau de cow-boy, hein, bien sûr, mais vous l'avez compris, donc des japonaises un peu plus fashion, un peu plus cheveux au vent et artiste et genre mentalité un peu plus ouverte. Donc on est très très différents à chaque fois, et donc ça nous faisait marrer de comparer, disant bah elle tu la trouves comment? Et je dis ah bah moi je la trouve bien, et ah bah moi pas du tout, etc. Donc et on expliquait pourquoi. Donc voilà, et on continue, on a toujours beaucoup beaucoup de rapports entre nous. Donc bah, j'ai vraiment apprécié ça dans mon expérience, et de rencontrer des gens qui étaient totalement différents de moi et avec qui ça a bien matché et avec qui j'ai passé de très bons moments. Au final, je me suis fait de très bons amis. Et donc de même, j'ai envie de parler de mes camarades de classe. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment différents, de cultures différentes. Le plus jeune, il avait 18 ans par exemple, le plus vieux, il en avait 55 dans ma classe. Il y avait autant de filles que de garçons, alors je vais pas compter, mais c'était à peu près pareil. Et pareil, des nationalités vraiment très variées. Il y avait des Suédois, un Anglais, des Indonésiens, des Vietnamiens, Thaïlandais, Turcs, Allemands, une Bolivienne, un couple d'Américains cinquantenaires, un Japonais brésilien, etc., etc. Enfin bref, c'était vraiment un melting pot hyper intéressant. Et dans ma première classe, il y avait une super ambiance, vraiment. Moi, j'avais un peu peur en arrivant d'être le plus vieux et que les élèves aient 20 ans max et que ça soit un peu, bah voilà, l'humour de gens de 20 ans. On est forcément différents. Avec l'âge, on change, c'est normal. On n'a pas les mêmes références, on n'a pas le même type d'humour, on n'a pas la même façon de. Quand on a 20 ans, on a envie de se faire un peu voir, de crier fort, de montrer partout. Et puis quand on est un peu plus vieux, on est un peu plus posé. Pas tout le monde, bien sûr, mais bon, souvent c'est un schéma un peu classique, hein, bien entendu. Et donc j'avais un petit peu peur voilà, de me dire bah, je vais être très éloigné de la majorité des gens. Et bah, au final, voilà, bah non, pas du tout. On s'est bien marré, franchement. Bah, même s'il y avait une différence d'âge, il y avait plein de profils différents. Pour ma première classe, en tout cas, elle a été vraiment super parce que tous les 6 mois, la classe évoluait. Et les premiers 6 mois, même mon binôme, hein, pareil, hein, il en garde un super souvenir de cette classe-là parce qu'on s'est vraiment super bien marré et tous super bien entendu. Alors on était un peu cancre, hein, on nous le faisait remarquer même par rapport aux autres classes, et même par rapport aux anciennes classes. A priori, on a été une des pires classes au niveau résultats et avancement dans l'apprentissage du japonais. Mais en contrepartie, l'ambiance, elle était vraiment extra, hein. Souvent, les autres élèves étaient même choqués de voir que pendant les pauses, tout le monde se marrait, parlait à tout le monde, etc. Alors que c'est vrai que dans les autres classes, pour l'avoir vu aussi, hein, c'était calme, chacun à sa place devant son cahier, puis les gens se parlaient pas. Alors que nous, il y avait vraiment une petite famille en fait, en gros, hein. Bon, c'est sûr, c'est pas le plus studieux, hein, le truc le plus studieux qu'on ait pu voir, hein. Mais moi, ça m'a fait de super souvenirs et j'ai beaucoup de plaisir à repenser à mes camarades de classe, même si j'étais pas super proche non plus, on sortait pas avec eux le soir, etc. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'était quand même assez rare. Avec la barrière de l'anglais aussi, qui moi me permet pas d'être hyper à l'aise dans des conversations et de parler de plein de trucs. Mais bon, on pouvait quand même, pendant les cours, pendant les intercours, on se marrait bien, vraiment. Puis j'ai appris à les connaître pendant un an et c'était franchement hyper chouette. On a beaucoup, beaucoup rigolé cette année-là. L'humour est très différent suivant les pays. Ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert. Je m'en doutais, mais je l'ai encore plus découvert en le vivant. Les Asiatiques, par exemple, ont vraiment du mal avec le second degré.
Je me souviens aussi que les Suédois, les Suédois ont un humour très, enfin ont une tête très, une façade devant l'humour. C'est-à-dire que vous racontez une blague à un Suédois, il vous regarde avec une tête dépitée, et vous dites, ok, bon, ça marche pas du tout. Et puis à la fin de votre blague, il va faire et il va vraiment rire sincèrement. Alors que franchement, pendant toute la blague, vous étiez là en disant, bon, je crois que ça a fait plouf totalement, alors que pas du tout. Mais parce que voilà, ils ont cette tête-là. En tout cas, nous, les Suédois de notre classe, ils étaient trois ou quatre, je crois. Et c'est vrai que c'était ça à chaque fois, quoi. C'était des gens qui avaient l'air très dépités, très genre stoïques, et puis en fait, qui étaient super sympathiques. Mais au premier abord, on n'aurait pas dit que ça allait être genre les gens les plus sympas de la galaxie. Donc comme je vous le disais, voilà, on s'est beaucoup marré. Et au niveau de l'humour, je vous parlais des Asiatiques. Bah, pour moi, les Asiatiques, ils avaient un peu de mal avec le second degré. Euh, Ce qui tombe bien parce que moi, je dépasse souvent l'étape du second très très loin, quoi. J'aime raconter vraiment n'importe quoi, surtout quand on sait pas dire grand-chose dans la langue, hein. Dire qu'on allait faire des courses et qu'on a acheté des pâtes tous les jours, parce que c'était un peu ça au départ, hein. On connaît trois mots, donc on nous fait répéter toujours les mêmes trucs. C'est un peu chiant, honnêtement. Donc bah moi je racontais n'importe quoi. Je m'inventais une vie quoi. Mais juste pour un peu varier quoi. Et puis en utilisant le vocabulaire, ça me faisait apprendre de nouveaux mots, puis de nouvelles structures. Et franchement, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre que ce que je racontais à longueur de journée pendant les cours, hein, c'était des conneries, hein. Je racontais vraiment de la merde. Je me rappellerai toujours d'une Thaïlandaise qui était venue un jour et qui est venue me voir en me disant tu sais Nicolas, il faut pas manger 24 glaces par jour, hein, c'est pas bien pour ta santé. Bah oui, parce que je sais pas, j'avais dû raconter ça dans un exercice une fois. Il fallait raconter qu'est-ce qu'on mangeait le matin et plutôt de dire j'ai mangé un petit déjeuner, j'avais dû dire que j'ai mangé 24 glaces dans la journée. Voilà, pour raconter de la merde, ça me permettait d'utiliser le chiffre 24. Voilà, c'était n'importe quoi. Mais elle y a cru. Voilà, elle s'est pas dit une minute à un moment donné, mais c'est un peu débile ce qu'elle raconte. Bah non, voilà. J'expliquais aussi à l'oral que j'étais au Japon, par exemple, quand j'avais des exercices oraux, pour les Megumi. Voilà, uniquement pour les Megumi, que mon rêve c'était d'être un homme au foyer de luxe. Voilà. Donc bah voilà, il y en a qui y ont cru, hein, vraiment au départ. Ça a pris du temps avant qu'ils comprennent que j'étais quelqu'un qui adorait raconter n'importe quoi. J'ai joué des personnages féminins aussi, parce qu'on faisait souvent des scénettes devant toute la classe. Donc moi, ça me dérangeait pas du tout de jouer des personnages féminins en disant oh kawaii, ça. Puis voilà, je faisais un peu le con, voilà. Puis on était deux, trois à bien aimer, voilà, pas être stoïque en faisant bonjour madame, on va réciter notre texte parce qu'on a peur de parler en public. Mais ce que je comprends, il y a des gens qui sont pas à l'aise du tout, et moi je l'étais pas quand j'étais plus jeune, par exemple. Et maintenant, plus du tout, j'ai plus du tout ouais, au lycée, ça s'est enlevé à un moment donné. Et bah voilà, moi je préfère me dire on fait des scénettes, on est entre nous, tout le monde est sympa. Bah allez, on fait les cons, on rigole, on fait n'importe quoi. Et puis c'est plus rigolo plutôt que de réciter un texte voilà, comme il a été écrit, bah, d'improviser un peu. Puis les profs nous laissaient faire parce que tant qu'on utilisait finalement les formes grammaticales et tout ce qu'il fallait dans l'exercice, bah, ils étaient contents. Voilà, ça mettait un peu de vie, ça mettait un peu d'ambiance. Ça faisait marrer les gens, parce qu'au début ils comprenaient pas trop, puis après ils ont commencé à pas mal rigoler. Donc voilà, c'était plutôt marrant, mais c'est vrai que c'était marrant de voir qu'ils avaient pas de second degré, qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre bah, des second degrés, hein. J'ai même dû une fois un Indonésien qui est venu me voir, le plus jeune de la classe en fait, en disant qu'il comprenait pas, mais sérieusement, hein, comment je faisais pour n'avoir aucun amour propre. Et de faire des trucs comme ça, etc., de jouer une fille et d'être aussi expressif, etc., comment je faisais pour avoir aucun amour propre pour moi-même, quoi. Et j'ai vraiment, t'inquiète, je me kiffe énormément, hein. Mais c'est juste que voilà, on est là pour rigoler, on se marre, et c'est pas parce que je vais faire un truc ou que je vais jouer l'idiot que je suis quelqu'un d'idiot. Je sais très bien ce que je vaux, et c'est pas grave, c'est pour se marrer. Et bon, pareil, ils ont mis du temps à comprendre, et puis finalement, voilà, ça s'est très bien passé, hein. Assez vite, hein, ils ont quand même compris, hein, bah, ça n'a pas pris non plus 6 mois, hein. Et du coup, j'ai trouvé un bon public qui se marrait souvent de mes âneries et de mes blagues, et donc bah voilà, et qui rentrait même dans mon jeu, hein, à l'oral même, hein, parfois, qui sortait des conneries comme moi, et qui enchaînait et qui disait n'importe quoi. Par exemple, j'ai le souvenir d'un professeur qui comprenait pas quand j'ai répondu à la question quel était mon rêve, et je disais bah, devenir choufou, donc femme au foyer. Il a bugué en disant mais comment ça choufou Alors, il a bugué en se disant mais tu t'es trompé, c'est pas ça que tu as voulu dire. Et là j'ai même pas eu le temps de répondre, que les autres en fait ont répondu à ma place, et ils m'ont fait tout l'historique de ma vie, hein, voilà, tous les conneries que je racontais en racontant sans sérieusement. Ils savaient que c'était pas vrai, hein, c'était pour se marrer de mon plan machiavélique pour devenir choufou de luxe. Donc c'était assez rigolo, voilà, il y a eu plein de moments comme ça. Bref, je me suis beaucoup marré en classe, hein, vraiment. Et j'ai découvert des gens super différents, des cultures vraiment super différentes. Mais c'était vraiment tous des gens chouettes. J'ai plein de super anecdotes et de bons souvenirs avec eux. Et franchement, ça valait le coup de ma vie étudiante juste pour cette classe qui était vraiment super sympa.
Je me suis même réconcilié avec les Turcs, parce que oui, moi je dois vous l'avouer, tous les Turcs que j'avais rencontrés dans ma vie, je sais pas, j'ai dû en rencontrer une quinzaine, ils m'ont tous super saoulé. Ils étaient toujours hyper désagréables, ils étaient toujours super victimisation, à être hyper agressifs, ça me saoulait, enfin moi j'aime pas ce genre de personnes. Et du coup, j'avais jamais rencontré un Turc sympa, et du coup, bah, j'avais un peu catégorisé hein, les Turcs en disant, ouais, les Turcs je les aime pas, voilà. Et là, dans ma classe, bah, il y en avait un qui, au premier abord, paraissait lui aussi un peu relou, hein, il faut l'avouer. Mais au final, on a super sympathisé. On aimait le cyclisme tous les deux. Il adorait le Tour de France. Donc, on a parlé vélo, voilà, avec un Turc. Puis, bah, très sympa. On a parlé de filles, on a parlé plein de choses pendant les intercours. Et c'était chouette, on se marrait bien. Super gentil aussi parce que tout le monde était adorable en disant que je parlais super bien anglais, qu'il fallait que j'arrête d'être complexé là-dessus, alors que c'est pas vrai, mais parce que les gens sont gentils. Franchement, c'était une classe qui était adorable, tout le monde était vraiment super chouette, très différent. Il y avait vraiment tous les profils, mais c'était vraiment super sympa. Et ça, bah, j'ai adoré dans mon année étudiante au Japon. Franchement, c'était hyper cool. Par exemple, quand je vous dis des profils différents, hein, on avait une féministe, une vraie féministe, elle était à fond féministe, il faut sauver la planète, etc. Elle était bolivienne et américaine. On avait un couple qui était fan de Jésus, mais vraiment, hein, des fans de Jésus de première. Une question qu'on avait posée à la femme du couple, qui est ton héros? Parce que c'était un truc, elle a répondu, Jésus. Voilà, donc bon, c'était très rigolo. Moi, ça me fait de très bons souvenirs marrants, parce que c'était sorti comme ça d'un coup, et ça fait rire, mais pareil, ils étaient adorables, ils étaient très sympas. On avait des otaku, vraiment des otaku, hein, qui ont dû se sortir vraiment les doigts des fesses pour pouvoir parler en public. On sentait que j'avais peur de parler parce que moi, d'habitude, je regarde dans ma chambre des animés et je sors pas. Alors vous allez dire c'est cliché, mais c'était comme ça. Ils étaient vraiment ça, mais ils étaient hyper gentils. On s'entendait bien. C'était vraiment super cool. Et puis je vous le disais, il y avait des excentriques, un peu comme moi, des mecs qui venaient en costume, en cours, comme mon pote, plein de personnages finalement super différents, mais qui ont super bien matché. Bon, je pense que j'ai eu de la chance aussi, hein, car c'était vraiment pas comme ça dans toutes les classes. Mais le fait de débuter tous ensemble, d'être dans la même galère, bah, dans la même classe, quoi, la classe des nuls au final, hein, parce qu'on était tous nuls, a peut-être fait qu'on a eu une super ambiance, puis qu'on s'est un peu serré les coudes, et puis qu'on s'est bien marré en se disant, bah, on n'est pas très bon, mais au moins on rigole bien, et c'est cool. Alors pour contrebalancer un peu, hein, on va aller dans un côté négatif dans ma vie étudiante, un truc qui m'a pesé, c'est mon manque de temps libre. Avant de partir, pourtant je savais, hein, je le savais, mais je sais pas, mon cerveau a volontairement occulté le fait qu'apprendre le japonais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. J'en avais conscience, hein, mais je me souviens très bien qu'avant de partir, j'étais là en me disant, ah, je vais faire ci, je vais me former là-dessus, et puis je vais faire ça pendant mes temps libres. Ouais, seulement les 4 heures de cours par jour, au final, c'est pas que 4 heures hein, pour apprendre le japonais, hein. Mes journées, elles étaient rythmées par l'école le matin, par l'école. Je veux dire, mes journées étaient rythmées vraiment, je veux dire, par l'apprentissage du japonais et au final, vraiment pendant toute la journée. Pour vous dire, le matin, je me levais, j'allais étudier dans un café pendant 2 heures, puis je revenais un petit peu chez moi où bah, souvent je faisais réciter des leçons, des trucs comme ça, j'apprenais, faisais un peu de par cœur, apprendre du vocabulaire. Après, j'allais finir mes devoirs dans un café pendant 1 heure ou 2 avec mes amis. J'allais en cours ensuite, et souvent quand je rentrais chez moi, bah, le soir, j'avais 1 ou 2 heures d'exercice. Donc bah, j'avais l'impression de faire que ça hein, et de pas profiter pleinement du Japon, hein. Heureusement, il y avait les week-ends, mais après les 6 premiers mois, bah, on a changé de classe et le niveau là aussi, on est rentré dans un cycle un peu infernal. Il y avait des interros et des tests, il y avait 4 tests par semaine. Du coup, bah, ça devenait n'importe quoi. Le week-end, on était pour suivre le rythme. J'étais obligé de réviser, de travailler, de faire des trucs en plus. Bref, mon dimanche commençait à être aussi voilà, un peu consacré à l'école. Et du coup, bah, il ne restait que le samedi où je pouvais vraiment profiter et me balader. J'avais pas vraiment l'impression de profiter du Japon. Ça a été un côté que j'ai bien regretté et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus vécu le Japon finalement pendant les 6 mois où je suis revenu en nomade à Kyoto que pendant mes 1 an de vie d'école, quoi. Mais pour contrebalancer aussi hein, le manque de temps libre, on avait par contre quand même beaucoup de vacances, il faut l'avouer. De mémoire, on a eu une bonne semaine en mai pour la Golden Week, on a eu 3 semaines fin juillet, mi-août, jusqu'à mi-août, 3 semaines fin septembre jusqu'à mi-octobre, encore 3 semaines en décembre, janvier, et donc il y aurait dû avoir aussi 3 semaines entre mars et avril, mais je suis parti avant. Donc sur une année, bah, 12 semaines minimum en gros, voire un peu plus, quasiment 2 mois et demi, voire 3 mois de vacances. Bah, c'est pas si mal au final hein, quand même pour profiter du Japon, il y a quand même un peu de temps libre, hein. Donc faut contrebalancer le fait qu'il n'y avait pas de temps libre avec les cours, avec les vacances. Surtout que pendant ces vacances, j'aurais pu réviser comme un fou aussi, hein. Mais heureusement, ils ne nous filaient pas d'exercices et pas de trucs à faire, donc j'ai pu profiter pas mal finalement pendant ces moments-là. Un autre truc que j'ai pas aimé du tout de ma vie étudiante, et ça c'est vraiment je crois que le truc que j'ai le moins bien aimé, c'est les tests et l'enfantilisation, j'y arrive, oui, enfantilisation que de l'école en gros.
On nous traitait parfois comme des enfants qu'on grondait, à qui on allait envoyer le carnet de notes aux parents. Alors attention, hein, si vous avez des mauvaises notes, hein. Bon, ben moi, j'étais pas venu au Japon pour ça, quoi. Moi, j'étais venu au Japon pour moi, pour apprendre pour moi-même le japonais. Donc, j'étais même très motivé quand je suis arrivé, franchement, à apprendre le japonais. Je m'étais même surpris à être vraiment très motivé pour apprendre une langue. Et j'étais pas là pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à mes parents, pour regarder, oui, t'as payé mes études, mais t'as vu, je reviens avec des bonnes notes, c'est bien. Ouais, c'était pas du tout ça mon kiff. Moi, j'étais là pour apprendre le japonais. Et franchement, j'avais pas l'impression d'être traité. Voilà, moi j'étais venu pour faire plaisir, enfin pour apprendre quoi. Et j'ai pas eu l'impression d'être traité comme ça. J'ai eu l'impression que si, par exemple, si on avait moins de 16, il fallait refaire les tests. Si vous aviez moins de 16 sur 20. Moi, en langue, dans ma vie, j'ai rarement eu des 16, hein, ou des 14, ou même des 12, hein. Du coup, pour moi, avoir un 14, bah, c'était déjà une super note, quoi. Mais pour mon école, bah non, c'était nul. Et on vous faisait comprendre que c'était de la merde, hein. Fallait le refaire, et puis vous étiez vraiment de la merde. Et de façon bête en plus, il fallait le refaire, hein, car il fallait juste refaire le même test en apprenant les réponses par cœur finalement, si vous vouliez pour aller plus vite, vu que c'était exactement le même test qu'on vous refaisait passer. Donc quel était l'intérêt? On aurait un test, tu vois, qui aurait été différent avec des questions juste pour voir si on comprenait la logique, etc. Mais non. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de refaire les tests en apprenant juste par cœur 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 1, 2, voilà, qui étaient les réponses logiques. Il y a même une fois un test, parce que ça m'avait gavé de le refaire, et je voulais le faire comprendre un peu à l'école que c'était débile. Je suis arrivé parce qu'on le faisait devant les professeurs, dans la salle des directeurs, etc. J'ai pris la feuille, ça m'a pris 30 secondes pour le remplir, je l'ai redonné. Ils m'ont dit, mais t'as déjà fini? Je fais, ah ouais, j'ai déjà fini. Et je pense qu'ils ont dû se dire, mais comment ça se fait? Ils ont vérifié, ils ont noté, ils font, bon, bah, très bonne note. Et oui, j'ai juste appris par cœur les chiffres, les résultats, vu que c'était ça. Donc voilà, alors je vous ai dit, je suis nul en par cœur, mais bon, là, c'était pas très compliqué. Je me suis dit, ok, c'est 1, 4, 6, 2, 1, 4, 6, 3. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai répondu ça. Et c'était débile. Et moi, j'avoue que c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment, quoi. En plus, bah, les notes étaient rendues du meilleur au dernier, pour humilier finalement, humilier les plus nuls. Pourtant, les profs, ils étaient gentils, hein, vraiment adorables, hein. Mais c'est le système japonais qui veut ça, qui est comme ça. Et ça me dégoûtait, parce que cet esprit de compète qui, du coup, parfois se ressentait aussi parmi les élèves, hein, parce que ça joue. Bah, moi, j'ai vu des élèves dévastés, j'ai vu des élèves pleurer, vraiment, garçons comme filles, hein, des élèves craquer psychologiquement, car c'était dur. Quand on est en galère dans une classe, qu'on est tout le temps en galère, qu'on a tout le temps des mauvaises notes, et qu'on vous fait comprendre que vous êtes qu'une merde, on te dit, ah, regarde, t'es un loser par rapport aux autres, t'es un loser. Bah non, t'es pas un loser, c'est juste que t'apprends pas de la même façon et que t'as pas le même rythme. Ils avaient de la bonne volonté. Ouais, il y avait des mecs, effectivement, qui en avaient rien à branler. Et donc, bon, bah ça, c'est pas pareil. Mais il y avait des gens vraiment qui faisaient des efforts et qui essayaient. Ils étaient juste moins bons. Bon, bah ça arrive. Dans une classe de 20 personnes, on n'a pas tous le même niveau, on n'apprend pas tous de la même façon. Et c'était pas motivant. Moi, moi l'école m'a démotivé, vraiment sur le long terme. Alors que moi, j'étais pas dans les derniers, hein, clairement pas. J'étais au milieu de tableau, on va dire, la plupart du temps. Et moi, ça m'a démotivé. Au début, j'étais très motivé pour apprendre le japonais. Et puis, au fil du temps, bah, c'est devenu une contrainte plutôt qu'un plaisir. Et j'ai trouvé ça très dommage. Euh, une fois, par exemple, aussi, j'ai dû rester en colle. Voilà, parce que j'avais loupé un test pour 2 points, un test de kanji. Et c'était une colle imprévue, parce que les autres élèves, en fait, ne rendaient pas les devoirs. En gros, euh, on avait un test de kanji par semaine à faire, et si on le foirait, bah, il fallait recopier les kanji X fois et le rendre au prof, genre quelques jours après. On faisait ça à la maison. Mais vu que personne ne le faisait dans les élèves, bah, ils ont décidé un jour, d'un coup, qu'il fallait leur faire le test sur place, mais sans prévenir, quoi, après les cours. Et ça m'a rendu fou. C'est con, mais j'étais super vénère. Moi, j'ai toujours fait mes exercices, j'ai toujours rendu dans les temps, j'ai toujours fait ça propre. C'était en plus la première fois que je foirais mon test de kanji, donc c'est pas de chance, voilà. Et donc pour une fois, je foire un test pour 2 points, et là, on m'oblige à rester à recopier en cours, alors que j'aurais pu faire ça chez moi, et c'était pareil, hein, et ça change rien, hein. C'était pas un test genre où tu dois faire ça par cœur et tout, c'est juste un exercice, comme tu fais un exercice à la maison, sauf que là, on a dit non, vous restez en classe. Et moi, même, je me suis levé au départ. Je me suis dit, non, bah, je fais ça chez moi, je m'en fous. Enfin, moi, j'ai toujours fait des trucs, et puis voilà, quoi. Et là, le professeur m'a dit, non, Nicolas, tu restes et tu fais le truc. Et là, vraiment, j'ai fait, mais c'est sérieux, enfin, vous vous foutez de moi ou quoi? Enfin, j'ai pas, et vraiment, je crois que j'ai pas été agréable avec le professeur, et il a eu un peu peur, même ce jour-là. Et je m'en excuse, parce que c'était pas très cool de ma part non plus de réagir comme ça, mais j'étais vraiment énervé, parce qu'en me disant, mais on me prend pour un enfant de 8 ans ou quoi? C'est quoi ce délire, quoi? Puis surtout, on prévient pas. Enfin, moi, la moindre des choses, peut-être que j'avais un truc de prévu après l'école, quoi. Je suis pas un esclave à l'école, je suis un client. Voilà, je suis un client qui paye une prestation. Alors ok, c'est normal, moi justement, je fais mes exercices, je fais tout ce qu'on me demande dans les temps.
Par contre, au bout d'un moment, ils vont pas diriger ma vie non plus. Enfin, tu vois, c'est même pas le but. Donc là, vraiment, je l'avais vraiment, vraiment, vraiment très mal vieilli. J'ai pas mal râlé dans ma barbe et râlé aussi tout court, hein, bien fort. Je pense j'ai vu sa tête, il a eu un petit peu peur. Il devait pas avoir l'habitude. Surtout que j'étais un élève qui était plutôt apprécié, plutôt sympathique, etc. Donc je pense qu'il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et du coup, ils ont plus jamais refait ça. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu peur aux professeurs et qu'ils se sont dit c'est pas une bonne idée a priori. Ils l'ont plus jamais refait. Voilà, ils l'ont fait une fois et puis après ça n'a plus recommencé. Mais du coup, cette infantilisation m'a vraiment saoulé. Même si je la comprends, hein, enfin, oui, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient jeunes et qu'on avait besoin, comme je vous disais, si on, toujours pareil, si on donne beaucoup de liberté aux gens, ils l'apprennent et puis ils font pas les efforts. Là, on était là pour apprendre pour nous-mêmes. Et finalement, personne ne faisait les exercices, personne ne faisait rien. Alors que on était là pour apprendre, on n'était pas là pour des vacances. Personne ne nous impose cette école de japonaise, enfin, cette école de japonais. Et du coup, je comprends qu'il faut obligé de faire des règles comme ça, infantiliser, dire non, tu restes après l'école parce que sinon tu fais pas tes exercices. Mais moi, ça m'avait gamé parce que je suis un adulte. Bon, après, les autres adultes le faisaient pas aussi. Hein. Genre, c'est pas un truc d'enfant et d'adulte. Hein. Mais moi, pour le coup, j'étais là pour apprendre pour moi. Et donc, apprendre à mon rythme, apprendre pour moi, me faire plaisir. Et là, il y avait plus du tout ce plaisir. Tout ça, c'était parti, quoi. Et donc, au final, bon, c'est vrai que je suis un peu, voilà, un peu dur là-dessus. Mais est-ce que j'ai aimé ma vie d'étudiant au Japon? Bah oui, oui, quand même, je suis content. Hein. J'ai eu de bons moments, mais j'en ai eu aussi plein que j'ai moins aimé. Hein. Il y a eu des moments difficiles. C'est même pour ça que j'ai pas fait mes 2 ans au final, hein, parce que si j'avais vraiment adoré ma vie étudiante, j'aurais fait mes 2 ans. Mais parce qu'aussi, je voyais bien qu'au bout des 2 ans, j'aurais pas le niveau pour rester, pour trouver un travail, etc. Mais j'ai rencontré franchement des gens qui sont super, qui sont maintenant mes amis maintenant, et qui ne l'auraient jamais été autrement. Je me suis vraiment bien marré, vraiment, j'ai de très très bons souvenirs, plein de souvenirs de l'école où je me suis marré. Beaucoup plus même que les moments qui étaient un peu chiants au final ou énervants. Donc oui, dans l'ensemble, je regrette pas et j'ai passé de très bons moments en étant étudiant. Mais je vais pas vous dire que c'était génial parce que voilà, moi, c'était pas assez génial pour que je continue et que je fasse 2 ans là-dessus. Mais allez, j'ai été très très long dans cet épisode, mais c'était un peu épisode souvenir, déjà 40 minutes, mon Dieu. Il est temps de s'arrêter là pour aujourd'hui et de passer à l'instant moment. Et cette semaine dans l'Insta de la semaine, ça ne veut rien dire cette semaine dans l'Insta de la semaine, mais vous l'avez compris, on va suivre une Française qui vit à Paris et qui est fan du Japon, c'est Béné Choisy. Sur son compte Instagram, vous vous en doutez, on va trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos du Japon. Elle est aussi fan de figurines, parce que j'ai vu pas mal de photos de figurines, voilà. Il y a plein de maquettes de mecha et de Gundam dessus, par exemple. Et il y a énormément de photos de ses voyages. Je pense pas qu'elle ait habité. Alors je sais pas, mais je pense pas qu'elle ait habité au Japon, mais en tout cas, elle a dû faire pas mal de voyages. Ou en tout cas, elle a fait un beau gros voyage. Elle a fait énormément de photos. Euh, Parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos du Japon et des photos du Japon carte postale, comme on dit, et plein de photos de vie japonaise aussi. Donc, si vous êtes en manque et que vous l'êtes, hein, je le sais, hein, c'est le moment d'aller se faire une dose de voyage au Japon, comme si vous y étiez sur son compte. Mais on va faire un petit peu rapide parce que, bah oui, on a pris un peu de temps. Donc, il est temps d'aller faire un café sur Kyoto dans la rubrique Voldemort. So now you're here again, knocking at my door. Et cette semaine, on va faire un classique de Kyoto. C'est une marque assez réputée dans le café car ils ont commencé par un shop en ligne. Ils vendaient du matériel, des tasses en céramique, etc. Essentiellement, puis ils étaient connus pour ça, parce qu'ils vendaient du matos qui était parfois un peu difficile à trouver ailleurs. Puis ils ont ouvert un coffee shop, parce que ça marchait bien, leur boutique marchait bien, donc ils se sont dit, tiens, on fait une boutique sur le café, on va ouvrir notre café aussi. Donc c'est un coffee shop boutique, hein, parce que comme ça ils peuvent aussi vendre leurs objets en physique. Sur Kyoto, ce coffee shop il est près de la gare JR principale. Il est un peu planqué, mais il est vraiment pas loin de la gare. Hein. Et depuis, ils ont ouvert des cafés à Taïwan, à Singapour, et je crois qu'ils en ont même ouvert à Bangkok, je suis plus sûr. Bref, ils ont pas mal de cafés, ça cartonne. Et sur Kyoto, ils en ont aussi plusieurs. Ils ont ouvert une roasterie à Fushimi-Inari, mais je pense qu'il est fermé parce que je le trouve plus sur Google Maps. Et il y en a une nouvelle dans le nord de Kyoto. Il y a une nouvelle boutique aussi dans le centre de Kyoto, il y a un nouveau coffee shop. Bref, Kurasu, c'est une marque qui est successful. Pourtant, pour moi, c'est pas vraiment le meilleur café dans la ville. Hein. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils proposent des cafés de roasters venus de partout dans le Japon. Ils ont un abonnement même pour les amoureux de café, donc vous pouvez recevoir du café. Je pense que c'est qu'au Japon, mais si vous vivez au Japon, vous pouvez vous abonner et tous les mois, ils vont vous envoyer des paquets de café de chez eux et aussi d'un roaster invité qui vous permet du coup de découvrir chaque mois un nouveau roster japonais et c'est plutôt pas mal.
Le premier que j'ai testé, coffee shop, parce qu'il y avait que celui-là en fait en même temps, hein, quand je suis arrivé à l'époque, c'est celui qui est à côté de la gare. Le café est vraiment pas très grand, hein. Il n'y a pas de table, il y a juste un comptoir de 3 places avec on n'est pas très bien installé, le comptoir est tout fin avec des chaises de bar qui sont pas très confortables. Et il y a un genre de muret contre lequel on peut s'adosser en face du comptoir des baristas. Donc allez, on peut peut-être être 6 max à prendre son café. Par contre, je sais pas, je trouve la devanture et l'endroit quand même plutôt joli. Bon, encore une fois, c'est pas le coffee shop où j'aime me poser, hein. Pour moi, c'est le café où on va aller avant de prendre le train le matin. Genre, je pars en vadrouille dans un coin où je sais qu'il va pas y avoir de coffee shop cool. Bah, je passe à Curaçao, je reste 30-40 minutes à me faire un petit café, un petit gâteau, et après, je vais prendre mon train. Comme je vous l'ai dit, leur café n'est clairement pas mon préféré en termes de goût, mais j'aime l'ambiance. Et puis le fait de découvrir des roasters est aussi super intéressant. Alors je ne le faisais pas moi-même, hein. Mon café avant sur place, je ne faisais pas mon café filtre, etc. parce que j'avais pas de machine au Japon. Mais là du coup pour mon retour, je vais sûrement investir dans pas mal de matos pour le café et j'irai chez eux forcément de temps en temps me fournir auprès des roasters. Parce que je vous ai dit, moi, alors, je retesterai leur café à eux, mais j'étais pas très fan de leur café à eux. Mais au moins je pourrais découvrir des nouveaux roasters venus d'ailleurs, comme on dit. Et en plus, ils ont un nouveau coffee shop qui est plus central et qui sera bah, sûrement plus accessible pour moi. Après, je ne sais pas où j'habiterai, mais il a l'air un plus grand pour se poser aussi, donc j'ai très envie de le tester. À l'époque, il y avait aussi voilà, une Megumi qui travaillait là-bas que j'avais trouvé adorable. Et je me souviens, elle parlait super bien anglais. Alors quand je dis adorable, c'était pas mignonne, etc. Mais elle était vraiment très gentille. Elle parlait super bien anglais, vraiment, largement mieux que moi avec mon broken Japanese. Voilà. Elle me répondait, malgré que j'avais mon japonais de merde, elle me répondait toujours en japonais en m'accueillant. Voilà. Et jamais elle m'a parlé en anglais, alors qu'elle parlait avec d'autres touristes en anglais ou des gens qui venaient, elle leur répondait direct en anglais, moi jamais. Elle m'a toujours parlé en japonais. Alors non pas qu'elle s'est dit, oh, cet homme-là parle magnifiquement japonais, parce que c'était pas du tout le cas, hein. Mais je pense qu'elle avait vécu cette situation, elle avait dû vivre à l'étranger pour apprendre une langue, et du coup, bah, elle me parlait qu'en japonais, et j'appréciais beaucoup le geste pour pouvoir que je progresse. Et je trouvais ça vraiment super sympa de sa part. Bref, Kurasu, c'est un peu quand même un monde d'hipster, hein. C'est le groupe d'hipsters de Kyoto. Les clients le sont pas mal aussi, hein. Mais c'est un endroit où j'aimais bien me poser de temps en temps, même si c'est clairement pas là que j'ai le plus squatté de ma vie, les coffee shops à Kyoto. Et allez, petit moment anecdote, un jour j'étais chez Goodman Roaster, je vous en ai déjà parlé, et je vois un type là qui me mate, il me mate pas mal quoi, un japonais, un Juichi qui me mate assez, qui fait que ça quoi. Sa tête me revient, je me dis que je le connais, mais je sais pas d'où, vraiment. Je le connais hein, ce type, hein. Je cherche, mais je vois pas d'où je le connais. Je le prends en photo du coup discretos et je l'envoie à ma pote Vola pour savoir si elle a une idée, voilà, si elle sait qui c'est. Elle me dit que bah oui, elle aussi elle le connaît. Sa tête lui dit quelque chose, mais pareil, elle n'arrive pas à le recaser. Puis le mec commence à parler avec le proprio de Goodman, il parle, puis je vois qu'il parle de moi, qu'ils sont en train de me montrer du doigt, ils doivent lui dire mais c'est qui ce type-là, qu'est-ce qu'il fout là, je le vois partout. Et je me dis c'est quand même super chelou quoi, je le connais, pourquoi il parle de moi, enfin pourquoi ils sont en train de parler de moi et tout, etc. Et au bout d'un moment j'arrive à le recaser enfin sa tête, c'était en fait le patron de Kurasu, que je connais pas du tout, hein, je lui ai jamais parlé, mais forcément traînant dans tous les cafés de Kyoto, tous les jours, il m'a déjà vu bah, traîner dans plusieurs cafés, hein, forcément. J'étais un peu connu hein, à force, hein. Pas connu dans le sens, ouais, les gens me parlent, ils connaissent ma bio, mais en se disant, bah tiens, ce client-là, il doit aimer le café parce qu'on le voit partout, quoi. Et parce que j'allais parfois chez Kurasu, mais aussi chez ses concurrents, et puis ils vont tous un peu à droite à gauche, donc forcément, ils vous croisent, vous les croisez, ils vous croisent aussi. Et donc voilà, comme je vous le dis, je pense que dans le monde des baristas, on doit m'appeler l'autre con qui squatte partout, voilà, tout simplement. L'autre anecdote aussi, toujours par rapport à Kurasu et au patron de Kurasu, c'est que j'avais eu un crush, un vrai crush, non pas pour Juichi, pas pour lui, mais pour une Megumi que je croisais dans tous les coffee shops où j'allais aussi. En faisant, voilà, à chaque fois que j'allais dans un coffee shop, voilà, elle était là, elle aussi, elle prenait du café avec ses copines, elle avait l'air de savoir parler anglais, etc. Et en faisant le stalker, bah oui, hein, c'est moche, je sais, mais bon, j'avais essayé de. C'est facile de retrouver des gens quand ils vont dans les endroits où vous allez, parce qu'ils postent forcément des photos sur Instagram et vous arrivez à les retrouver. C'est très très moche, je sais, j'ai honte. Mais voilà, j'avais réussi à retrouver son compte et je me rends compte que c'est une artiste, une web designer et designer tout court, même de produits, logos, etc. La fille, je la trouve super mignonne, mais elle en a franchement rien à branler de moi. Elle m'a jamais calculé une seule minute, m'a jamais lancé un seul regard. C'était même très étonnant parce que d'habitude, voilà, vous êtes un gaijin, donc forcément, il y a un moment donné, on vous regarde. Voilà, vous êtes un peu spécial, donc on vous regarde. Mais là, que dalle, pas un seul regard. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est dommage, elle en a vraiment rien à branler de moi parce que, bon, ma petite designeuse qui kiffe le café, que je trouve mimi, ouais, ça aurait été plutôt un bon plan, surtout qu'elle parlait anglais, donc c'était chouette. Mais non, rien du tout, hein. Pas pu avoir une once de eye contact ou je ne sais quoi. Mais bref,
Voilà, je me dis: «Bon, bah, c'est mort, tant pis». Et du coup, ça m'a fait marrer de voir, quelques semaines plus tard sur son Insta, qu'elle s'était mis, avec le boss de Curaçao justement. Donc voilà, une fille qui était fan de café qui s'est mis avec le boss de Curaçao, je trouvais ça très rigolo. Et je vous le dis, hein, Kyoto, c'est un vrai petit village, hein, malgré les 1,4 million d'habitants, vous croisez souvent les mêmes personnes, dans le centre-ville, c'est assez rigolo pour ça. Mais bref, vous l'avez compris, Curaçao, c'est un bon endroit pour se faire une pause café quand on est à la gare JR de Kyoto. Mais il y a plein d'autres cafés à faire qui sont largement meilleurs. Comme d'hab, vous aurez tous les liens des lieux dans le Patreon de l'émission. Mais allez, on va vite sprinter vers la dernière ligne droite de cet épisode avec le coup de cœur de cette semaine. Et on va essayer de faire vite pour pas être trop long. Cette semaine, mon coup de cœur sera technique. Car oui, je me remets à la programmation. À la base, moi, je suis chef de projet internet. Et puis, bah, j'ai même eu une promotion pompeuse il n'y a pas très longtemps. Je suis maintenant un COO, ouais, la classe. Un Chief Operating Officer. En gros, c'est le numéro 2 de la boîte dans la hiérarchie, hein, la classe à Dallas, comme on dit. Hein. Bon, j'ai pas eu de promotion sur mon salaire, par contre. Hein, donc voilà, c'est vraiment juste pour se la péter sur le CV. Mais je me suis toujours défini, moi, comme un couteau suisse. Et c'est pour ça même qu'on m'a souvent bien aimé dans mes boulots, car je suis capable de faire un peu tout. Voilà. Un peu tout et n'importe quoi. Je peux faire de la gestion, de l'organisation, de la gestion d'équipe, du design, écrire, communiquer, faire du marketing, faire du SEO, des choses comme ça. Parler avec des profils techniques ou marketing, faire que tout le monde se comprenne aussi, ce qui n'est pas toujours super simple. C'est un peu, voilà, je suis capable de faire un peu tout. Je sais utiliser des outils pour faire de la pub, des outils pour Photoshop, je sais coder, etc., etc. Et cetera. Et je suis très débrouillard. Je pense que c'est une de mes capacités numéro un, c'est que je suis quelqu'un de très débrouillard. Mais j'avoue que toute la partie programmation et code, je l'ai un peu laissé de côté depuis pas mal de temps. J'ai des bases, mais je code plus vraiment depuis très longtemps. Et je me suis dit que ça serait pas un mal de me reconsolider, on va dire, de mettre la programmation dans mes skills et de reconsolider tout ça. Donc je me suis remis à m'auto-former dans mon temps libre. Mon but c'est de pouvoir être capable de bien me débrouiller dans la combo HTML, CSS. Bon, ça c'est déjà le cas, hein. Mais aussi être un peu plus à l'aise avec JavaScript et React. Ça l'est moins, j'ai des bases, mais c'est tout. Et pouvoir aussi gérer un peu plus du back-end, être un peu voilà, multicasquette. Ça, le back-end, ça l'est beaucoup moins. Je suis vraiment à la rue sur le côté back-end programmation. Et bah voilà, c'est mon nouveau dada du moment. Puis je me suis dit qu'en plus, si je consolide tout ça, j'aurais plus de chances pour rester au Japon en cas de pépin. Bah oui, parce que les métiers du dev étant très demandés, et vu que j'aurai un working visa en poche, et que mon niveau d'anglais sera là suffisant, je vous dis souvent que j'ai pas le niveau d'anglais pour travailler dans mon métier, parce qu'il faut beaucoup parler. Par contre, pour un métier de développeur, mon niveau d'anglais, il sera suffisant. J'ai pas trop de doute là-dessus, pour ce genre de boulot. Donc ça pourrait être un bon backup en cas de problème, c'est pour ça que je focus là-dessus en ce moment. Ça va me prendre plusieurs mois, mais j'y travaille petit à petit. Et puis ça me plaît bien, même si le code, c'est pas forcément ma passion. Je me suis trouvé un petit projet sur lequel bosser et tout faire de A à Z pour me motiver. On verra si je tiens la route sur le long terme. Mais c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Voilà tout. Mais voilà, vous l'avez compris, c'est fini pour cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Matane. En plus, on aura peut-être fait un chouïa moins presque une heure. Bye bye.地球のリビングからお送りするこの実験台にならない視聴率も足りないと思うあなたは眠りに落ちてゆきたい衛星で飛んでしまった猫50人が50人腰掛ける椅子をたくさん集め寝ているのは1人か2人順番に待ち時間を利用する犬はベランダでミラーと落として水をこぼす誰かが笑ってあさってのカレンダー間違い探しの旅に出る電球機から
つけの医者にお願いすることもある